Le week-end dernier à Sochi avait lieu le 10e des 12 rendez-vous de Formule 2. Pour le moins mouvementé, ce meeting était le dernier avant une pause de 2 mois, car il faudra désormais attendre le 28 novembre pour retrouver nos 22 protagonistes à Bahreïn pour le doublé final. Ces 60 jours de pause vont nous laisser dans l'expectative car il y a encore pas mal de choses à jouer, notamment pour les pilotes qui visent un baquet en Formule 1 l'an prochain. Alors, qui déçoit, qui a fait le boulot, à quelques encablures du but, on se pose pour un nouveau point Formule 2. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième point Formule 2 de la saison. Comme indiqué dans l'intro, c'est le bon moment car nous sommes aux 3/4 de la saison et car maintenant on a 2 mois où beaucoup de choses vont se passer pour les pilotes, même s'il n'y a pas la moindre course. Du coup, afin de saisir tous les enjeux, on va évoquer ici tous les points chauds, qui peut monter en Formule 1, qui a déçu, etc. Et on commence par le classement. Aux 3 premières places, on retrouve les 3 hommes de Sochi. Irrésistible depuis Silverstone, Mick Schumacher n'a quasiment jamais quitté les podiums et a donc logiquement pris la tête du championnat depuis un petit moment. Deuxième, Kyle Mailot, lui, continue d'assurer. Et le troisième, c'est Tsunoda, idéalement placé au bon moment, on y reviendra. Au pied du podium, c'est très serré entre Lundgaard, Schwartzman et Mazepin, suivi de près par Deletra et Zhou. Giotto, Drugovich et Ticktum complètent le top 10 dans une sorte d'entre-deux, puis on retrouve un groupe de 4 pilotes avec quelques unités, Matsushita, Armstrong, Daruvala et Ed Kane, avant que Vips, Alesi, etc. ferment le classement. Commençons donc avec celui qui est totalement irrésistible depuis 5 ou 6 meetings et sur lequel il n'y a pas grand chose d'autre à dire que parfait, Mick Schumacher. Très régulier depuis le début de saison, il avait quand même tendance à vivre dans l'ombre de Schwartzman et d'Ailot et il lui manquait des moments forts. Mais sur la deuxième partie de saison, il a encore haussé son niveau. Double podium en Belgique, 1er et 3e à Monza, 4e et 5e au Mugello et encore 1er et 3e à Sochi. Aujourd'hui, Mick a 2 victoires, 11 podiums, 3 doubles podiums et mène de 22 points. Il faut avouer que c'est plutôt impressionnant et qu'il a éteint pas mal de doutes à son sujet. Aujourd'hui, son avenir, il est clair, il remplacera Giovinazzi chez Alfa Romeo. On aura le temps d'en reparler au moment où ça deviendra officiel, mais clairement c'est une décision absolument logique. D'ailleurs, lors du prochain Grand Prix au Nürburgring, il fera sa première séance d'essai en Formule 1, un moment qui risque d'être très émouvant. Derrière lui, Kyle Mailot n'est plus leader, mais sa saison reste quand même ultra satisfaisante. Longtemps leader, il est un peu moins aux avant-postes récemment, mais il ne s'écroule absolument pas, à l'image de sa solide 3e place à Sochi. Cette constance sur toute la saison joue clairement en sa faveur, d'autant plus qu'on ne l'avait pas vraiment vu venir jusqu'ici. Le 3e du GP3 2018 n'était pas du tout sur les tablettes des experts des catégories inférieures, mais cette année, il a totalement prouvé qu'il méritait d'être dans la Ferrari Driver Academy. Son avenir pourrait bel et bien se jouer du côté de la Formule 1 et du côté de Haas qui est intéressé par les jeunes pilotes de Ferrari et qu'il a annoncé pour la première séance d'essai libre au Nürburgring. Mais du coup cela pose une question, qui prendre entre Ailot et Schwartzman? Question extrêmement épineuse à laquelle Ferrari essaye de répondre actuellement en faisant passer des tests aux 2 jeunes. L'enjeu est de taille, cette place chez Haas est la seule que Ferrari peut leur trouver avant la saison 2023. Ailot fait clairement une meilleure saison de Formule 2 et il paraît plus prêt, ne pas le prendre serait presque incompréhensible. Mais Schwartzman a tout d'un crack absolu. Ne pas le prendre aujourd'hui, c'est le faire végéter en F2 pendant encore 2 saisons. Bien qu'il en ait peut-être encore un peu besoin, c'est peut-être aussi le condamner. En tout cas, Ailot, lui, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aller chercher sa place chez Haas, c'est très bien, et je pense d'ailleurs qu'il est très bien placé pour signer un contrat de 2 ans avec l'écurie américaine. Donc bravo à lui. Pour Schwartzman en revanche, la situation est aujourd'hui beaucoup plus délicate. Son arrivée en F2 avait fait l'effet d'une bombe. Très tôt leader du championnat, il impressionnait tout le monde et il n'y avait presque plus aucun doute sur le fait que c'était lui l'avenir de Ferrari. On commençait même à se dire que Mick Schumacher aurait fort à faire pour le battre. Mais à cause de week-ends totalement ratés comme Silverstone 1, le Mugello ou Sochi, Robert est aujourd'hui à la traîne. Au contraire d'Ailot, il n'a pas su confirmer son excellent début de saison et il semble en perdition. S'il ne termine pas cette saison en trombe et qu'il ne double pas Ailot, je pense qu'il va devoir refaire une 2e saison de Formule 2. Attention, c'est loin d'être une honte, sa première année est excellente, il a confirmé son titre de Formule 3 et il est tombé sur 2 adversaires plutôt coriaces et surtout beaucoup plus expérimentés. Pour lui, il y a désormais 2 solutions. Tout casser à Bahreïn et doubler Ailot pour lui prendre sa place en Formule 1, ou bien voir Ailot monter en F1, prendre son mal en patience et faire encore 1 ou 2 saisons d'apprentissage en Formule 2. Sortons enfin du giron Ferrari et parlons de celui qui est 3e du général, Yuki Tsunoda.
Sa saison, c'est un peu les montagnes russes, totalement absent en Autriche, en Hongrie ou bien au Mugello, mais le reste du temps, il est parmi les tout meilleurs. Auteur de 4 pôles, 2 victoires et 4 podiums, on peut clairement dire qu'il a fait le boulot et que désormais tout est entre les mains de Red Bull. Ou presque, car pour avoir sa super licence, il lui faut un top 5 du général et pour le moment, il n'a que cette petite longueur d'avance sur le 6ème. Avec 2 courses restantes, autant dire que rien n'est fait. On risque donc d'attendre encore un peu avant de savoir qui accompagnera Gasly chez AlphaTauri, mais le moins que l'on puisse dire c'est que Tsunoda est un candidat crédible. Japonais, il aurait le soutien de Honda. Talentueux, on dit qu'Helmut Marko l'aime bien. La chance. En début de saison, je ne m'attendais pas du tout à ce que Tsunoda devienne un candidat crédible pour un siège en Formule 1. Je dois même avouer que j'avais plutôt les yeux rivés sur son coéquipier Daruvala, mais aujourd'hui les choses sont claires. Si quelqu'un doit remplacer Kat, c'est Tsunoda et personne d'autre. Le fera-t-il? Le choix est vraiment très compliqué et je pense qu'on va devoir attendre encore un peu avant d'avoir la réponse, voire peut-être même jusqu'à la fin de la saison de Formule 2. Puisqu'on est dans le giron Red Bull, j'évoque rapidement Jüri Vips qui est arrivé en Formule 2 en cours de saison et qui nous a pas montré vraiment grand chose en 4 meetings, excepté au Mugello où il a été très bon, il a fait 7ème puis 3ème. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Red Bull a voulu le mettre en Super Formula cette année, c'était vraiment compliqué les choses, alors que s'il avait mis en F2, eh bien il aurait pu obtenir ses points de super licence plus facilement, et surtout on aurait su quel était son vrai niveau. Là du coup, à cause du Covid etc, il a pas roulé, il aura pas sa super licence, et on l'a mis en F2 en fin d'année. Bref, le pauvre, c'est vraiment une année perdue, et c'est dommage car c'était une année charnière pour sa carrière. Aujourd'hui, il n'aura pas sa super licence et son avenir s'assombrit. Parmi ceux qui luttent pour le top 3 avec Tsunoda, on retrouve aussi Mazepin et Deletra. Le russe est souvent désigné comme un fils à papa, mais cette saison il a montré qu'il n'était pas là pour rien. Le vice-champion de GP3 2018 a bien redressé la barre après sa saison 2019 catastrophique où il n'avait marqué que 11 points pendant que son coéquipier devenait champion. Aïe. En 2020, il est dans le top 10 à chaque course, a été nous chercher 4 podiums dont 2 victoires et joue clairement la 3ème place du général. C'est très bien. Son excellente saison, car il faut bien nommer les choses, est vraiment un super argument pour son père qui vient tout juste de lancer sa campagne de lobbying pour le faire arriver chez Haas. Y arrivera-t-il? Pas sûr, mais en tout cas, il va tenter et je pense qu'on va beaucoup rire car il y a au moins une quinzaine de pilotes qui veulent entrer chez Haas et il n'y a que 2 places. Deletra, lui, était engagé dans sa 4ème saison de Formule 2 et on peut clairement dire que c'est sa meilleure. Si l'an passé, il avait déjà fait 8ème du général, ce n'était pas du tout comparable car le niveau était beaucoup moins fort et car le Suisse avait été beaucoup moins présent. Là, à chaque course, il est dans le top 8 et il arrive même à se rapprocher du top 3 en course 1 comme en course 2. Franchement, c'est très bon. En début de saison, on aurait presque rigolé en pensant à son avenir en Formule 1. Aujourd'hui, on se dit presque qu'il n'en était pas si loin. Malheureusement, ça ne fera pas l'affaire, mais je suis content de sa saison. Cette année, il a prouvé qu'il était vraiment un bon pilote et il semble avoir trouvé sa voie en endurance. Il a participé aux 24 heures du Mans, donc c'est très bien. Et j'ai juste envie de lui souhaiter la meilleure carrière possible, même si elle ne se fera pas en Formule 1. Après avoir parlé de Ferrari et de Red Bull, venons-en à Renault qui a aussi 2 très bons jeunes en Formule 2 et notamment Christian Lundgaard. J'ai la sensation que le Danois est passé d'un bon jeune à un potentiel futur grand cette saison. Hormis un trou d'air espagnol et des coups de malchance russes et hongrois, c'est juste parfait. Parfois il est même totalement dominateur comme au Mugello où il fait la pole et la victoire en course 2. Cela aurait même pu être un triplé sans un coup de safety car en course 1. Bref, pour Lundgaard, on a vraiment la sensation que c'est lui l'avenir de Renault et il se place comme le grand favori pour le titre de F2 2021. C'est quand même très fort. Zhou, lui, nous a un peu déçus. Avec son titre de rookie de l'an passé, on s'attendait à le voir comme le patron de la Renault Academy, mais il est vraiment loin au classement. Certes, il a eu pas mal de malchance, mais tout de même, en termes de rythme et d'impression laissée, il n'est pas dans le top 5 non plus. La déception est donc à nuancer, mais en reste une. Espérons que sa victoire russe lui permettra de finir en trombe. L'avantage pour Zhou et Lundgaard, c'est qu'ils ont du temps, car la place est un peu bouchée en Formule 1 chez Renault. Ils vont donc devoir refaire une saison de Formule 2, et là ça devient intéressant, car potentiellement, en 2022, il y a une place en Formule 1 en jeu. On risque donc d'avoir une super bataille entre 2 super jeunes qui jouent l'opportunité de leur vie. Et il ne faut pas non plus oublier le vainqueur de la Formule 3, Oscar Piastri, qui va monter en Formule 2 et qui est aussi membre de la Renault Sport Academy. On va se régaler, cette bataille à 3 promet vraiment. En revanche, pour Aitken et Giotto, les retrouver dans la Formule 2 de l'an prochain est vraiment une mauvaise nouvelle.
Ces deux pilotes ont du talent, bien entendu. Ed Kane est un ancien vice-champion de GP3 et Giotto a fini 3ème l'an passé. Mais ils sont sûrement trop vieux et surtout pas aussi forts que les autres. Cette année était déjà leur dernière chance. Giotto devait déjà partir, mais il est resté pour aider Mazepin. Comme d'habitude, l'Italien a fait sa saison. Une victoire et 4 podiums, avec donc des hauts très hauts et des bas très bas. Ed Kane, lui, était censé faire sa saison de révélation pour fêter en beauté sa signature chez Williams. Ça n'a pas été le cas, avec seulement 47 points, il a beaucoup déçu. Pas aidé par sa Campos, il est vrai, ça reste beaucoup trop faible. 2021 apparaît déjà comme sa dernière chance et les espoirs placés en lui en ont pris un sacré coup. Pas loin d'eux au classement, Drugovic, Titum, Daruvala et Armstrong ont fait 4 saisons vraiment très différentes, mais je ne vais pas parler d'eux dans cette vidéo car en toute vraisemblance ils referont une saison de Formule 2 l'an prochain et on aura largement le temps de revenir sur eux, donc ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais pour terminer cette vidéo, j'avais envie d'évoquer les changements de siège qui ont eu lieu récemment puisque Matsushita a quitté MP Motorsport indiquant qu'il souhaitait relever de nouveaux défis ailleurs. Après 5 saisons de Formule 2 sans réellement exploser, oui, il était temps. Mais du coup, souhaitant profiter de cette place libre dans une meilleure écurie, Jean Alesi a placé son fils chez MP. Pour Giuliano, c'est une vraie bonne opportunité. HWA était la pire écurie du plateau, donc c'est bien qu'on puisse le voir dans une vraie voiture. Mais il va quand même falloir vite qu'il saisisse sa chance, sa cote de crédibilité en F2 arrive au bout. Ce que j'espère pour lui, c'est qu'il sorte une énorme performance à Bahreïn et donc qu'on lui redonne sa chance pour une nouvelle saison de Formule 2 où là enfin il exploserait. Mais ça commence clairement à devenir compliqué pour lui. Et du coup, chez HWA, c'est Jake Hughes qui a pris la place. Jake Hughes, c'est le vétéran de la F3, il vient d'y terminer sa 4ème saison sans jamais vraiment y avoir brillé. Mais il court chez HWA depuis 2019, donc logiquement c'est lui qui a été choisi, et dans le fond, je suis pour. Ok, il est trop vieux, ok, il y a des jeunes qui le méritent plus que lui, mais enfin on va savoir ce qu'il vaut réellement dans la Formule 2, et c'est une bonne chose. Bien, c'est ainsi que va se terminer ce point Formule 2, je pense qu'on a fait un bon tour, on n'a pas évoqué tout le monde mais c'est promis, à la fin de la saison, on fera un grand bilan de la saison complète de Formule 2 où on reviendra sur les 24 pilotes en détail. Et comme on l'avait fait pour la Formule 3, on fera aussi une vidéo qui sera champion de Formule 2 juste avant les 2 Grands Prix de Bahreïn. Selon vous, qui de Schumacher, Schwartzman ou Aylott montera en Formule 1? Est-ce que Tsunoda remplacera Kvyat? Que vont faire de leur avenir Giotto, Deletra ou Mazepin? Je vous attends dans les commentaires pour avoir des réponses. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez au like, à l'abonnement et à la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que si vous voulez franchir la ligne en premier, il vous faut d'abord franchir la ligne en premier. C'est d'abord franchir la ligne? Non, si tu franchis la ligne d'abord, mais que tu l'as pas en premier, t'es pas premier, t'as pas gagné. Donc il faut que franchir la ligne premier. Ah ça, il répond pas à cette question. On sait pas, il donne pas de réponse.